Donc, notre premier conférencier, c'est Jacques Archambault, qui est chercheur fondamentaliste à l'IRCM. Donc, Jacques Archambault est docteur en génétique moléculaire de l'Université de Toronto. Il est professeur titulaire de recherche à l'IRCM et professeur-chercheur agrégé au département de biochimie de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur associé à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, qu'on appelle l'IRC. Et il est professeur associé du département de médecine et membre associé du département de microbiologie et d'immunologie de l'Université McGill. On ne peut pas avoir quelqu'un de plus connaissant que Dr. Archambault pour nous parler de qu'est-ce que le virus du papillome humain. Donc, Dr. Archambault, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup d'être ici. Alors, moi, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous présenter, de façon vulgarisée tout de même, mais les aspects moléculaires des VPH, à quoi ressemblent ces virus-là, à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai pensé que je commencerais la présentation par une définition de ce qu'est un virus, pour bien distinguer que ce n'est pas une bactérie ou une cellule. Alors, ce qui est très caractéristique des virus, c'est que ce sont des entités biologiques, mais qui nécessitent un hôte, une cellule qu'ils doivent infecter, et dont ils utilisent les constituants pour se multiplier. Donc, contrairement à une bactérie qui peut se multiplier par elle-même, un virus doit absolument entrer, infecter dans une cellule, s'accaparer la cellule pour se multiplier et faire d'autres virus. Alors, le virus du papillome humain, le VPH, ce n'est pas un seul virus. En fait, c'est une grande famille de virus. Et il y en a plus de 150 types répertoriés qu'on nomme par un numéro essentiellement VPH 1, 2, 3 jusqu'à 150. Et ce qui est intéressant de ces virus-là, c'est que chaque type montre une préférence particulière pour certaines régions anatomiques. Par exemple, le VPH1 peut causer des verrues plantaires, mais ne sera jamais retrouvé au niveau du col utérin, par exemple. De manière contraire, le VPH16 se retrouve au niveau du col, mais ne sera jamais associé à des verrues plantaires. Donc, ils ont chacun leur préférence anatomique. Et la raison pour laquelle on les étudie d'un point de vue médical, c'est que ces virus-là causent des lésions de la peau et des muqueuses, des lésions bénignes, telles que les verrues, qui ne sont pas mortelles, mais aussi des lésions beaucoup plus sérieuses, des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Notamment, ils peuvent causer le cancer du col utérin. Et si on regarde l'incidence du cancer du col utérin dans le monde, c'est le deuxième cancer en importance chez les femmes au niveau mondial. Et vous pouvez voir que l'incidence est beaucoup plus élevée dans les pays en développement que dans les pays développés tels que le Québec-Canada. Et la raison majeure pour ça, c'est pas qu'on est moins susceptible à l'infection, c'est qu'on a des programmes de dépistage qui peuvent dépister les lésions précancéreuses et donc on peut intervenir rapidement avant que le cancer se développe. Une petite historique des virus du papillome humain. On s'est rendu compte dans les années 1800 que les verrues cutanées étaient causées par un virus. C'est-à-dire si on prenait un extrait d'une verrue, qu'on infectait un volontaire, qui était à l'époque probablement des prisonniers, donc pas vraiment des volontaires, on pouvait transmettre la maladie. Et si de plus on filtrait cet homogénat, cet extrait de verrue pour laisser passer juste les petites particules telles que les virus, on se rendait compte que le filtrant, lui aussi, pouvait induire la maladie. Ce qui nous disait que les verrues cutanées étaient causées par un virus. On s'est ensuite rendu compte que ces virus-là peuvent causer le cancer. Ça a été fait chez le lapin. En fait, c'est le lièvre d'Amérique, ou le Cottontail Rabbit Papillomavirus. Et ces virus-là, même dans la nature, développent des tumeurs cancéreuses, comme celle-ci, qui sont dues à un virus, le CRPV. Et on a pu montrer qu'en isolant le CRPV, on pouvait, par inoculation de lapins domestiques, leur induire des tumeurs et des cancers. Donc, ça prouvait le potentiel de ces virus-là à causer le cancer. Et chez l'humain, le lien entre les VPH et le cancer du col utérin a été fait par le professeur Harald Zuchhausen,
un célèbre chercheur allemand, toujours en vie, qu'on croise souvent maintenant à des conférences, qui a eu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008 pour cette découverte. Donc les VPH, certains types de VPH sont la cause du cancer utérin. À quoi ressemble le VPH? Ici, je vous montre une photo de particules qui sont, chacun de ces petits cercles-là est un virus du VPH. Ça, c'est une photo qu'on a obtenue par microscopie électronique. Et juste pour vous indiquer à quel point ces particules-là sont petites, j'ai mis une échelle de grandeur ici. Donc, vous voyez, un virus, c'est à cette taille-là. Un virus, c'est à peu près 10 fois plus petit qu'une bactérie, 100 fois plus petit qu'une cellule humaine et 1 million de fois plus petit qu'une balle de tennis. Donc, c'est très, très petit. Et en quoi ça consiste, ces petites particules-là? Bien, essentiellement en deux choses. Il y a une enveloppe qui est vraiment faite de protéines, comme on va le voir tout à l'heure. C'est une enveloppe qui sert à protéger le matériel génétique du virus qui, lui, se retrouve au centre. Donc, au centre de cette sphère-là se retrouve ce qu'on appelle le génome ou le code génétique du virus. Et c'est grâce à l'information codée dans ce génome que le virus va pouvoir nous infecter et se multiplier. Alors, ce génome-là, à quoi ressemble-t-il? Bien, il est composé de la même chose que notre matériel génétique à nous, c'est-à-dire l'ADN, que vous connaissez bien, qui est la double hélice d'ADN. Sauf qu'évidemment, ce virus-là, le génome est beaucoup plus petit. Il ne fait que 8000 paires de bases. Donc, imaginez 8000 de ces traits-là, comme ça, formant un cercle. Ça, c'est le génome du VPH. Et ce génome, il sert à coder pour de l'information. Et cette information-là, elle est sous forme de protéines. Et je vais vous dire tout à l'heure quelles sont les protéines. Ce ne sont pas les protéines comme on les connaît lors de la nutrition. Mais ces protéines-là, ce sont les acteurs moléculaires, ce sont les agents qui vont permettre au virus de se répliquer. Juste par comparaison, une cellule humaine normale, ça peut coder pour 5000 différentes sortes de protéines, alors qu'un virus, c'est à peine une dizaine. Donc, c'est des organismes vraiment très, très, très sophistiqués, mais qui contiennent beaucoup d'informations mis dans un tout petit génome. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elles font, ces protéines-là du virus? Alors, les protéines, ce sont des molécules biologiques qui sont fabriquées par le virus et qui vont servir à trois choses durant l'infection. Certaines de ces protéines-là vont prendre le contrôle de la cellule infectée. Je vous ai dit, un virus, ça doit absolument infecter une cellule. Ces protéines-là sont importantes pour que la cellule se mette au service du virus. Malheureusement, ce sont ces mêmes protéines-là qui favorisent la progression vers le cancer. Il y a aussi une autre classe de protéines qui sert à faire des copies du génome viral. Évidemment, le virus veut se répliquer, donc il doit faire plusieurs copies de son matériel génétique, et les protéines A1 et A2 vont servir à ça. Finalement, ces nouvelles copies du génome viral, il faut les protéger avec ce qu'on appelle la capside virale, cette enveloppe-là qui protège le matériel génétique. Et les protéines ici servent à fabriquer ces capsides-là. Donc le virus, par la suite, le matériel génétique va être introduit et protégé par les capsides, et ça va former de nouveaux virus qui vont être relâchés à la surface des cellules infectées. Alors, je vais reprendre ici juste une seconde pour vous dire qu'est-ce qu'on fait ici, nous, à l'IRCM, pour essayer de comprendre ces virus-là. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est de comprendre les mécanismes moléculaires de la réplication du virus dans les cellules infectées. Et on a deux grandes questions. Quelles sont les propriétés moléculaires qui confèrent à certaines protéines du VPH leur capacité à causer le cancer? Ce sont des études qu'on fait avec le docteur Coutelet. Qu'est-ce qui fait que certaines de ces protéines-là peuvent rendre une cellule cancéreuse? L'autre chose qu'on étudie, c'est comment le VPH fait plusieurs copies de son matériel génétique. Comment il arrive à faire ça? Et évidemment, les raisons pour comprendre ces mécanismes moléculaires-là, c'est qu'ensuite, si on les comprend, on peut les cibler pour la découverte d'agents antiviraux pour le traitement des infections au VPH. Et c'est important de comprendre que le VPH, malheureusement, c'est un des rares virus qui est très prévalent, très commun, et pour lequel il n'y a aucun agent antiviral pour les traitements à ce jour. Donc, beaucoup d'efforts sont mis
sur cette emphase ici à l'IRCA. Bon, je vous ai présenté le virus, la capsule, le matériel génétique, mais comment ça infecte les cellules, un VPH? En fait, les VPH infectent les épithéliums stratifiés de la peau et des muqueuses. Un épithélium stratifié, ça ressemble à ça. Comme vous le savez, notre peau, elle est constituée de plusieurs couches de cellules, et ces cellules-là se reproduisent. Si vous voulez, on refait toujours notre peau à tous les 3 semaines environ. Alors, ce que les VPH aiment, c'est infecter les cellules de la couche basale ici. Et ces cellules-là, normalement, se divisent et commencent à se transformer pour éventuellement devenir des sacs de kératine. Vous savez, la surface de la peau, c'est essentiellement de la kératine. Et ce processus de transformation-là des cellules s'appelle la différenciation cellulaire. Et ce processus-là, le virus en a besoin pour se répliquer. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que les cellules ici qui sont infectées par le virus, les cellules de la couche basale, constituent un réservoir. Et donc, si on veut éliminer le virus, il faut vraiment éliminer les cellules ici. Et peut-être vous vous rappelez, si vous avez une verrue, vous allez chez le médecin, il doit absolument gratter très profondément pour enlever toute la verrue, mais c'est parce qu'il doit aller enlever les cellules de la couche basale. Suite à ces infections-là, évidemment, le virus peut causer des pathologies, des maladies, soit des verrues qui ne sont pas très graves, des verrues cutanées, c'est des verrues plantaires, des verrues vulgaires, et ici, ce sont les types qui sont associés à ces verrues-là. Ce qui est beaucoup plus important d'un point de vue médical, ce sont les infections VPH de la région anogénitale, de la muqueuse anogénitale, qui peuvent donner lieu soit à des condylomes, des verrues génitales qui sont bénignes, mais qui doivent quand même être traitées. Et ce qui est vraiment très important à détecter, ce sont les dysplasies anogénitales, donc les lésions précancéreuses au niveau du col utérin, par exemple. Et ces lésions précancéreuses ou cancéreuses sont causées par des VPH très spécifiques, entre autres le VPH 16 et 18, qu'on appelle des VPH à haut risque. Donc à haut risque, qui causent des lésions à haut risque de se développer en cancer. Donc, tous les programmes de dépistage servent essentiellement à une chose, c'est d'identifier et de trouver les lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles se développent en cancer. Comment est-ce qu'on est infecté au niveau de la muqueuse anogénitale par les VPH? Vous le savez, c'est par contact sexuel. Donc, l'infection de la région anogénitale par le VPH, c'est une des infections transmises sexuellement les plus communes. On estime que 50 à 80% des individus vont être infectés durant leur vie sexuelle, souvent dans les premières années de leur vie sexuelle. Ce qui est important de réaliser, par contre, c'est que bien que la majorité d'entre nous ont été infectés par le VPH, dans la majorité des cas, notre système immunitaire a réussi à endiguer l'infection. Et on ne s'est peut-être même pas rendu compte qu'on a été infecté. Et en fait, la majorité des infections ne sont même pas diagnostiquées. Là où il y a un problème, c'est lorsque notre système immunitaire, par exemple, ne fait pas le travail au complet et l'infection persiste. La persistance de l'infection est un facteur de risque pour le développement de cancer. Donc évidemment, on veut détecter les lésions précancéreuses au niveau, par exemple, du cancer du col utérin. Et le but des programmes de dépistage est effectivement de détecter les lésions au niveau du col qui pourraient mener à un cancer, des lésions précancéreuses qui pourront être traitées. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est si on les détecte, on peut les traiter, on peut les enlever. Et le test le plus connu de dépistage que vous connaissez bien est le test de PAP, inventé par le docteur Georges Papinicolaou, un médecin pathologiste grec. Et c'est essentiellement un test cytologique, c'est-à-dire qu'on regarde des cellules. Donc, ce qui est fait, c'est que des cellules vont être prélevées au niveau du col utérin. Ces cellules-là vont être regardées à l'aide d'un microscope. Et je vous montre ici l'exemple de cellules du col utérin, les kératinocytes,
des cellules saines ou des cellules qui sont dysplasiques, ou qui ont l'air de cellules cancéreuses ou précancéreuses. Vous pouvez réaliser qu'il y a vraiment une bonne différence entre les deux. Et c'est essentiellement ce que le test de PAP essaie de faire, c'est de détecter la présence de ces cellules précancéreuses-là, au niveau du col. De nos jours, avec les avancées en biologie moléculaire, on peut aussi non seulement regarder les cellules, mais aller voir au niveau du col s'il y a présence de VPH à haut risque de causer le cancer. Et ça peut être fait par des méthodes qu'on appelle de typage moléculaire. Et on peut aller voir au niveau du col, en utilisant ces méthodes-là, si le VPH 16, 18, 35, etc. est présent au niveau du col. Évidemment, si le test de PAP est anormal, s'il y a des VPH à haut risque au niveau du col, bien, ça suggère qu'il y a peut-être des lésions précancéreuses. Et là, le médecin peut aller voir directement la lésion à l'aide d'un colposcope. Alors, un colposcope, c'est essentiellement une grosse loupe qui sert à visualiser le col utérin, dont je vous montre une photo ici. Alors, une des propriétés des lésions causées par le VPH, des lésions précancéreuses, c'est que si on baigne le col dans une solution diluée d'acide acétique, le vinaigre essentiellement, bien, ces lésions-là deviennent blanchâtres. Et ici, je vous montre à quoi ressemble une lésion de bas grade. Donc, un col de l'utérus normal, ce serait une belle muqueuse comme celle-ci. Une lésion de bas grade, on verrait un peu blanchâtre. Évidemment, haut grade des cancers, mais là, ça s'intensifie. Vous pouvez même voir du sang, etc. Évidemment, s'il y a de telles lésions au niveau du col, bien, le médecin peut intervenir. Il peut faire une biopsie pour regarder par histologie, confirmer que c'est bien une lésion précancéreuse. Et il peut aussi, en même temps, aller traiter les lésions. Donc, ce qu'on va voir dans la prochaine présentation, qui est la présentation du Dr Poutlé, c'est comment on passe de l'infection à la maladie et évidemment comment les traiter plus tard avec le Dr Stéphane. Merci.